Effectivement, nous allons commencer cette deuxième table ronde de la matinée. Alors un chiffre pour commencer, au moins 60% des maladies infectieuses humaines ont une origine animale. C'est le cas de la Covid dont on a hélas beaucoup trop parlé, des virus Zika ou Ebola ou encore du sida. On va commencer au niveau de l'atelier C. Merci beaucoup. Alors, avec le changement climatique et la déforestation, des animaux vecteurs de maladies comme des moustiques, comme des moucherons piqueurs ou des tiques changent de zone géographique, ce qui augmente évidemment la propagation des pathogènes. D'où l'intérêt du concept One Health dont nous allons parler aujourd'hui parce qu'il intègre l'ensemble des facteurs d'émergence des maladies. C'est un concept que vont nous expliquer et illustrer nos trois invités. Donc Jean-François Mattei, médecin, ancien ministre de la Santé, ancien président de l'Académie de médecine, entre autres. On en rajoutera tout à l'heure quelques titres. Barbara Dufour, qui est professeure des maladies infectieuses, zoonoses et épidémiologie à l'école vétérinaire de Maison-Alfort et vice-présidente de l'ONG Agromes et Vétérinaires sans frontières. Ça, c'est très important puisque vous avez une vision du terrain, vous allez régulièrement à l'étranger. Et Thierry Caquet, qui est directeur scientifique environnement à l'INRAE, qui est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Alors moi, pour commencer, j'ai proposé à nos trois intervenants un petit jeu. Ils auront 1 minute chacun. On va partir sur un exemple, c'est le SRAS. Le SRAS, c'est un autre coronavirus dont on a parlé il y a quelques années, qui est bien antérieur au Covid. Le SRAS, pour vous, au niveau environnement, Thierry Caquet, c'est quoi ? Bonjour à toutes et à tous. Le SRAS, en fait, c'est sans doute le premier exemple bien documenté du XXIe siècle d'une épidémie qui a atteint les populations humaines en partant finalement d'un réservoir initial animal. Donc on parle beaucoup de zoonose, je pense que le terme a été prononcé, sera encore prononcé. Et ces zoonoses, en fait, ça va être le moment où un agent pathogène, un virus ARN en l'occurrence, un coronavirus, va passer d'un réservoir animal à l'homme avec une manifestation assez importante de morbidité, voire de mortalité. Et donc ce SRAS, pour nous, c'est vraiment la mise en évidence qu'il n'y a plus de barrière d'espèce et que beaucoup de virus peuvent passer de l'animal à l'homme avec des effets très délétères, à la fois sur la santé humaine, sur les systèmes de santé et même sur l'économie des régions affectées. Parfait, mission accomplie. Le SRAS, Barbara. 1 minute pour la vétérinaire. Oui, alors juste pour réagir à ça, à la fois on prend conscience que la barrière d'espèce, c'est pas une vraie barrière d'espèce, mais il faut quand même se rappeler que l'homme est un mammifère, supérieur certes, mais c'est un mammifère. Donc il y a une très grande logique à ce qu'il partage un certain nombre d'agents pathogènes avec d'autres mammifères. Et dans le cas du SRAS en particulier, on a les animaux qu'on a en présence, ce sont des mammifères. Alors un mammifère volant qu'on va retrouver dans énormément de maladies émergentes, qui est la chauve-souris, la grande chauve-souris, pas nos petites chauves-souris françaises qui sont insectivores auxquelles il ne faut pas faire de mal parce que d'ailleurs elles sont protégées. Non, des grosses chauves-souris qui sont frugivores, qui sont en fait ce qu'on appelle des roussettes ou des renards volants. Et ces chauves-souris, elles ont la capacité d'héberger toute une série d'agents pathogènes. Et comme ce sont des mammifères, elles sont assez proches de nous quand même finalement. Et ces agents pathogènes peuvent passer à l'homme. Alors c'est le cas du SRAS, c'est le cas du MERS corona, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ou c'est le cas de cette fameuse maladie, l'Ebola, dont on a tous beaucoup entendu parler, dont on parlera tout à l'heure. Quand vous dites une grande chauve-souris, c'est quoi son amplitude, juste pour avoir une idée? Alors ça dépend, il y a toute une série d'espèces de ces roussettes. Ça peut être, disons, pratiquement 80 cm jusqu'à 1 mètre d'envergure, ou plus petites, il y en a qui font 30 cm d'envergure. Ça dépend un peu des espèces de ces animaux-là. Jean-François Mattei, 1 minute sur le SRAS pour l'homme. Bon, je dirais simplement qu'il se passe toujours quelque chose au ministère de la Santé. On est habitué aux épidémies de gastro-entérite, de bronchiolite. Quelquefois, ça se complique quand c'est une légionellose. Et puis tout d'un coup, au printemps 2003, on est confronté à ce que l'on appelle un syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS. Et on se demande ce que c'est. Mais on apprend assez vite que ça nous vient de Chine, depuis une chauve-souris, par le biais d'un vecteur qui est la civette, et que le virus a atteint l'homme. Donc je reprends, 2 fois franchissement de barrière d'espèce, et on prend immédiatement toutes les mesures qu'on a prises pour la Covid, mais on a eu cette fois un peu de chance,
puisque avec l'arrivée de l'été, spontanément, ce coronavirus devait être moins virulent et donc l'épidémie, la pandémie s'est éteinte spontanément. Parfait. Vous avez bien réussi tous les trois. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, avec vous, Thierry Calquet, vous avez choisi l'exemple du virus Nipah. Alors, qu'est-ce que ce virus et pourquoi ce choix, cet exemple? Oui, je pense qu'effectivement, il faut illustrer avec des exemples peut-être pas connus de tout le monde, mais pour montrer la très grande dépendance des activités humaines et de l'exposition à des virus avec la possibilité donc de contamination. Donc le virus Nipah, en fait, c'est aussi un virus ARN, hein, comme les coronavirus. C'est une autre famille de virus, hein, c'est les polymyxovirus. On ne va pas rentrer dans le détail technique. Drôle de nom. Ça fait, ouais, bah, voilà, les taxonomistes aiment bien des noms un peu compliqués. Et donc ce virus, en fait, son réservoir initial, ce sont une fois de plus les chauves-souris et donc notamment les renards volants ou roussettes qui ont été évoqués par Barbara. Et donc on va trouver ce virus à l'état, je dirais, latent dans le réservoir, notamment en Birmanie, on va le retrouver en Inde orientale, on va le retrouver aussi au Bangladesh. Et donc, dans certaines régions, on va installer petit à petit des fermes qui vont s'étendre de plus en plus, notamment des fermes d'élevage porcin. On va avoir un contact qui va augmenter au cours du temps entre, finalement, non pas la chauve-souris directement s'attaquant au porc, hein, c'est pas des vampires, mais des chauves-souris qui viennent manger les fruits plantés à proximité des fermes, notamment sur des manguiers ou des palmiers dattiers. Et certains de ces fruits sont souillés par la salive des chauves-souris, l'urine des chauves-souris, et les porcs vont les manger. Et à ce moment-là, les porcs peuvent déclencher la maladie qui se traduit par une très forte poussée de fièvre, des tremblements, voire la mort de l'animal. C'est la première étape. C'est d'ingestion, c'est pas une maladie de contact. Non, alors c'est l'ingestion par le porc et ensuite les éleveurs qui peuvent être au contact des animaux contaminés, du sang ou des déjections des animaux contaminés, vont eux-mêmes être contaminés par ce virus avec donc une très forte létalité, hein, puisque les chiffres varient selon les poussées épidémiques, mais c'est entre 45 et 75% de morts dans ces épidémies. Alors ça concerne peu de gens puisque c'est quelques centaines de cas, mais c'est toujours trop de cas bien sûr, mais c'est une maladie qui se répand en fait au fur et à mesure que l'on va dégrader les habitats et qu'on va augmenter la fréquence de contact entre le réservoir sauvage, un autre intermédiaire qui est le porc et donc l'autre final qui va être l'homme. Et on se rend compte que dans certains cas, il y a certaines formes plus virulentes que d'autres où il y a une transmission d'homme à homme qui est possible. Et là, du coup, ça augmente encore plus le risque d'une épidémie qui échappe au contrôle. Parce que c'est pas fréquent que la maladie, enfin c'est plutôt un critère de dangerosité quand la maladie réussit à passer d'un homme à un autre. Tant qu'elle passe de l'animal à l'homme, c'est épiphénomène, enfin... Oui. Voilà. Ça va concerner ceux qui sont en proximité, mais Barbara ou Jean-Paul Mattei pourraient mieux décrire ça que moi, puisqu'effectivement, c'est Jean-François, pardon. C'est important. Alors, c'est vrai qu'il faut distinguer dans les zoonoses celles qui vont terminer leur vie chez l'homme. Il y a des zoonoses terribles, hein. La rage, par exemple, c'est une zoonose terrible, mais la transmissibilité d'homme à homme du virus rabique, même si elle est suspectée, elle n'a jamais été véritablement avérée. C'est rare qu'un homme morde un autre homme, non? Enfin, c'est par morsure, la rage, non? Théoriquement, il y a du virus dans la salive, mais en tout cas, ça n'a jamais été avéré sur des contaminations. Donc, la rage, on peut considérer que l'homme est quasiment cul-de-sac épidémiologique, c'est comme ça qu'on les appelle. Par contre, dès qu'on tombe sur une maladie qui se transmet d'homme à homme, soit par voie respiratoire, soit par contact, soit par contact, par exemple une maladie terrible qui est l'Ebola, j'en dirai un mot tout à l'heure. Dont on reparlera après, oui. Oui, bien sûr. C'est à ce moment-là, immédiatement, il y a une explosion, il peut y avoir une explosion et une véritable épidémie avec toutes les conséquences dont Jean-François Mattei pourrait nous parler. Parce que là, ce n'est pas un problème de déforestation, c'est un problème d'élevage qui s'étend, mais est-ce qu'on n'est pas dans le même exemple qu'Ebola dont on parlera ultérieurement? Si, quand même. Je pense qu'on est assez proche. En fait, quand on voit déforestation, on a des images assez biaisées qui sont des coupes rases en Amazonie qu'on voit depuis l'espace. En fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les forêts tropicales, elles sont en train de se dégrader, elles sont minées, elles sont progressivement rongées entre guillemets par des activités humaines. Alors ça peut être simplement couper le sous-bois, faire pâturer des animaux dans la forêt. Et donc petit à petit, le tissu forestier se dégrade et on augmente les contacts avec la faune sauvage. Donc c'est pas simplement une déforestation massive où on va exporter tout le bois, c'est le fait qu'il y a une interpénétration entre les implantations humaines avec des animaux d'élevage. C'est surtout ça le point important, parce qu'il y a toujours eu des populations humaines qui vivent dans la forêt. Les forêts tropicales ne sont pas totalement exemptes d'activités humaines, mais simplement l'élevage qui va commencer à pénétrer dans l'espace forestier, l'implantation d'arbres fruitiers pour l'usage des humains, ça va
induire de plus grands contacts avec la faune sauvage. Oui, alors plusieurs maladies ont ce type de passage à l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, l'activité humaine va augmenter les relations entre des animaux sauvages avec lesquels on n'a pas de contact à avoir. On n'a pas de contact à avoir avec les roussettes, avec ces chauves-souris. Normalement, elles vivent leur vie tranquillement, avec leur virus, avec tout ça. Mais si soit on met des animaux en contact, des animaux domestiques avec lesquels on va avoir des contacts, soit tout simplement on va chasser des animaux, et je vais revenir là-dessus sur l'Ebola, tout ça conduit à un plus grand contact avec des animaux avec lesquels on ne devrait pas avoir de contact normalement, et la possibilité à des agents pathogènes à ce moment-là de s'épanouir en passant à une autre espèce. C'est si on empiète sur leur territoire d'une façon ou d'une autre, quoi. C'est un peu ça, oui. Ouais, on va chez eux, quoi, et ça va pas. Vous avez un petit mot à ajouter là-dessus ou nous passons à Ebola? Non, je vais parler d'Ebola dans un instant, mais je voudrais dire que on savait depuis très longtemps les liens entre les animaux et les hommes au point de vue des maladies. Il y en a une quantité d'origine virale, bactérienne, parasitaire, sans oublier le prion de la vache folle et créant l'encéphalopathie de Creutzfeldt-Jakob chez l'homme. On ne va pas détailler ça. On savait qu'il y avait deux types de rôles joués par les animaux réservoirs des virus ou des bactéries, etc., et les animaux transmetteurs, parce qu'ils sont des vecteurs, ils transportent vers l'homme. Et je reprendrai ce qui a été dit très justement, notamment par Thierry Caquet, à savoir que ce n'est pas le problème des déforestations massives qui sont toujours très dangereuses au point de vue de l'environnement et de l'équilibre planétaire, mais il faut bien prendre conscience qu'on a une croissance démographique telle qu'elle augmente les besoins économiques. Oui. Et que devant l'augmentation des besoins économiques, il faut produire davantage d'alimentation. On a évidemment une urbanisation qui se crée, des moyens de transport, et donc, en fait, ce que l'on peut résumer par le bouleversement des écosystèmes. Oui, et on y reviendra justement, parce que ça va être la deuxième partie, parce que c'est très important. C'est important parce que les chauves-souris hébergent des milliers de coronavirus, dit-on. Oui. Elles n'en souffrent absolument pas, ce qui est d'ailleurs la caractéristique principale des animaux réservoirs. Eux, ils ne sont jamais malades et ils transmettent des petits cadeaux comme ça, pathologiques. Et là, avec ces bouleversements, on a un lien, comme Madame Dufour vient de le rappeler, entre les animaux sauvages et leurs virus, et puis des animaux avec lesquels ils n'étaient pas d'habitude en contact. Oui. Alors, ça peut être des animaux d'élevage, ça peut être d'autres animaux sauvages, et c'est comme ça que l'épidémie prend corps lorsque l'homme, à son tour, est contracté. Oui. Et il y a très récemment 3 publications qui indiquent que selon toute vraisemblance, l'origine de la Covid, c'est le marché de Wuhan. Alors ça, on y reviendra après, parce que dans l'ordre, je voudrais qu'on continue avec le contact direct avec la nature. Il y avait le premier contact par chauve-souris interposées. Ebola, c'est vraiment un problème différent, c'est un problème de consommation de viande. Oui, alors Ebola, dont tout le monde a entendu parler, je rappelle qu'Ebola, hémorragique, oui. En 2014, cette maladie en Afrique, elle a fait 30 000 cas, donc pas tout à fait rien quand même. Elle conduit à 50% de létalité. La létalité, c'est le nombre de gens qui meurent quand ils sont malades. Donc une chance sur 2 d'y mourir, c'est quand même beaucoup plus que la Covid. Oui. Et il n'y a pas de vaccin, bien sûr. Il s'agit également d'un virus ARN, mais qui est différent de celui-là. Et là encore, à l'origine, les chauves-souris. Même type d'espèce, Pterododus, enfin les roussettes. Sauf que là, ce qui se passe, ces chauves-souris frugivores, elles vont consommer des fruits, etc., qui vont être consommés par des animaux de brousse, des singes, des porcs-épics, etc., et que les populations locales qui vivent en bonne intelligence dans la nature et qui développent un élevage de proximité, etc., s'ils n'ont pas assez de ressources alimentaires, ils vont aller chasser de la viande de brousse
et ils vont se contaminer. Et toutes les épidémies d'Ebola sont nées de ces contacts avec des viandes de brousse. Et je veux pas revenir sur Aviacet dont vous avez parlé tout à l'heure, mais un des points très importants pour éviter l'émergence de ces maladies, c'est de fournir aux populations locales, aux paysans localement, les capacités de produire suffisamment pour eux et leurs familles, sans qu'ils aient besoin d'aller chercher la consommation d'animaux de brousse notamment. C'est à quoi AVSF tente de s'employer, notamment en Afrique. Et ça contribue très directement à limiter ces épidémies qui après, comme l'a dit Jean-François Maty très justement, compte tenu du fait que les gens circulent beaucoup et puis qui peuvent circuler maintenant en quelques heures d'un bout de la Terre à l'autre bout de la Terre avec des avions, eh bien ces maladies, elles peuvent se transmettre très rapidement bon, je crois que l'exemple du Covid l'illustre parfaitement dans le monde entier. Alors le Covid, c'est une maladie qui nous a beaucoup impacté au cours de ces 2 dernières années. Je vous laisse à penser ce que ça aurait été si ça avait été de l'Ebola. Oui, mais l'Ebola, à la limite, désolé de le dire comme ça, tue tellement vite que ça ne peut pas propager aussi rapidement. Ah non, ne croyez pas ça. Il y a quand même une phase d'incubation, une phase de maladie, une phase d'excrétion. Et on peut tout à fait imaginer le développement d'un virus Ebola dans des populations, dans des villes. D'ailleurs, les 30 000 cas en Afrique dont je vous ai parlé, ils n'ont pas eu lieu en brousse, ils ont eu lieu dans les villes africaines. D'accord. Alors justement, l'ancien ministre de la Santé que vous êtes, président de la Croix-Rouge, vu de la France, quand on entend ça, est-ce qu'on a envie de mettre en place des stratégies? Est-ce que c'est facile? Est-ce que les gens sont concernés? Comment ça se passe? Je veux dire qu'on utilise depuis tout à l'heure le terme d'environnement. J'ai voulu préciser, mais ça a été fait aussi par Mme Dufour et M. Caquet, les écosystèmes qui, eux, sont l'environnement végétal notamment. Mais il y a aussi d'autres types d'environnement. L'environnement économique. Je rappelle que la vache folle, c'est l'origine économique de fabrication de farines animales à partir des squelettes de vaches dont certaines étaient malades. Et qu'en plus, pour faire des économies, on a diminué la température pour traiter les farines et la pression avec laquelle on les traitait. Bon. Et donc, l'homme est évidemment responsable. Alors, je reviens à Ebola. Nous avons été sollicités, la Croix-Rouge, on a des missions un peu dans tous les pays, lors de l'épidémie d'Ebola, notamment en Guinée forestière. Et nos équipes y sont allées et elles se sont fait accueillir à coups de fusil et avec des flèches. Alors, évidemment, c'est assez surprenant. On a un peu battu en retraite, naturellement. Et on a demandé à un sociologue, anthropologue ivoirien de faire une étude pour nous dire ce qui se passait. Et au bout de 2 mois, il est revenu, il nous a dit c'est très simple, parce que quand vous arrivez, vous isolez les malades. Or, eux, leur coutume, c'est d'entourer le malade pour l'accompagner. Ensuite, vous dites c'est nous qui leur donnons leur repas parce qu'on calcule. Or, eux, c'est tout le village qui nourrit les malades. Et puis enfin, troisièmement, lorsqu'ils meurent, vous les mettez tout de suite dans un sac plastique et il n'y a plus les rites funéraires. Donc, ils pensent que vous leur volez leurs malades et leurs morts et ils ne vous veulent pas. Et donc, on a compris que le sujet était un environnement anthropologique. Autrement dit, le microbe, le virus n'est pas le seul adversaire, mais il y a l'environnement anthropologique et économique parfois qui vient s'imposer, ce qui n'est pas facile. Vous avez constaté de tels cas, Barbara? Oui, alors c'est évident, enfin, ce que dit Jean-François est absolument juste. Et enfin, je ne vais pas revenir à là aussi ce qu'on a vécu récemment, mais il y a des gens qui ont très très mal vécu l'isolement des personnes âgées dans les EHPAD lors du premier confinement, de la même manière. Hein. Il faut reconnaître qu'à un moment donné, quand les mesures de prévention de la santé publique viennent contrecarrer les habitudes de vie, qui sont des habitudes entre guillemets très humaines et très très importantes pour les populations, eh ben il faut passer par de l'explication, par peut-être aussi diminuer un peu ces exigences en matière de mesures, hein, pour trouver un compromis entre tout ça. Alors, pour pouvoir bien expliquer tout ça, c'est vrai que des équipes qui sont implantées sur le terrain depuis longtemps
comme Agronomes et Vétérinaires sans frontières, qui travaillent avec les paysans, on a un crédit, entre guillemets, beaucoup plus grand pour expliquer l'importance des mesures que des gens qui débarquent, entre guillemets, pour eux, un petit peu de la Lune, ou plutôt des pays développés, en combinaison pour se protéger. Oui, c'est vrai que les combinaisons pour Ebola étaient assez impressionnantes. Absolument impressionnantes. Oui. Et donc, c'est vrai que c'est plus facile, c'est toujours pareil, c'est un problème d'explication, de développement. Et quand on est implanté, qu'on fait déjà du développement, comme toutes les ONG médicales d'ailleurs également, elles ont un crédit beaucoup plus grand que les organismes qui débarquent de l'OMS ou autres, avec des méthodes qui sont certes efficaces, mais qui sont souvent difficiles à vivre pour les populations locales. Ouais. Thierry, est-ce que vous travaillez à préparer l'environnement ? Comment vous pouvez faire pour, en amont, anticiper ces problèmes ? Alors, c'est effectivement une très bonne question, parce que tout le monde nous dit mais pourquoi personne n'a vu venir cette nouvelle épidémie ? Il y avait eu le SRAS en 2002-2003, et on a eu l'impression qu'il ne s'était rien passé depuis. Et c'est vrai, quand on regarde au niveau d'un certain nombre d'organismes à la fois internationaux et au niveau national, on a eu l'impression que on baissait un peu la garde, parce que finalement on avait eu H5N1, donc la grippe aviaire, qui avait été anticipée comme étant une possible épidémie, puis finalement il ne s'est rien passé, et finalement c'est un peu le désert des Tartares. À force d'attendre, les gens se disent bon, ça n'arrivera pas, et il y a une démobilisation. Alors, par rapport à ça, ce que le ministère, notamment de la Recherche en France, a initié, c'est une stratégie d'accélération qui s'appelle Maladies infectieuses émergentes, donc qui est portée notamment par l'INSERM et pas mal d'organismes partenaires. L'idée étant de développer ce que les anglo-saxons appellent la preparedness, donc la préparation à la prochaine crise sanitaire, c'est-à-dire, bien sûr, anticiper le plus possible en amont ce qui va se passer, et d'aller détecter notamment les foyers d'émergence dès qu'on voit apparaître une émergence, identifier le plus vite possible l'agent et les différents mécanismes de transmission. Ça, c'est une partie, on va dire, d'anticipation. Et puis après, il y a aussi toute la préparation de l'ensemble du système de santé à supporter, je pense que Jean-François Mattei en parlerait mieux que moi, un choc lié à une épidémie. Et puis tout ce qu'on a aussi développé au cours de ces 2 dernières années, l'enseignement des gestes barrières, la mise à disposition de dispositifs de protection. Donc ça, c'est toute une stratégie qui se déploie, et ça va jusqu'à la réinternalisation ou la relocalisation en France des systèmes de production de médicaments ou de tests, tout simplement, avoir une capacité de test au niveau national. Et ça, c'est du très long terme, et l'enjeu, il est politique, c'est de dire, peut-on consacrer autant d'argent pour quelque chose qui peut-être ne se produira pas. Et donc là, on parlait de compromis, là il y a une balance à trouver entre l'investissement et le fait que peut-être ça ne servira à rien. Barbara ? Oui, je voudrais réagir à ça, parce que je suis tout à fait d'accord. Il y a vraiment extrêmement besoin d'avoir une préparation à des risques d'épidémie qui vont... ce risque, il ne baisse pas. Enfin, le coronavirus actuel nous le prouve, et ils ne baisseront pas dans l'avenir. Alors, il y a à agir dans nos pays, mais n'oublions pas que tous ces virus émergent dans les pays du Sud, parce que pour des tas de raisons. Alors, je mets de côté l'ESB, la vache folle, dont parlait Jean-François Mattei il y a un instant, qui a bien émergé dans les pays développés en raison, effectivement... Parce qu'on a nourri les vaches de façon hallucinante. Voilà. Bon. Alors cela dit, c'était une épidémie qui aurait pu être terrible, qui ne l'a pas été tant que ça finalement, parce que on a un peu aussi, on a eu peur aussi beaucoup, mais parce que ça ne se transmettait pas d'homme à homme. Donc ça, c'est un point fondamental, on l'a dit tout à l'heure. Mais je voudrais dire quand même, donc comme ça émerge dans les pays du Sud, pourquoi ça émerge dans les pays du Sud ? Parce que c'est là que la densité de population est la plus importante, c'est là que les conditions de vie sont les plus difficiles, que les gens ont le plus naturellement besoin d'avoir des contacts avec la faune sauvage notamment. C'est là que donc on produit aussi beaucoup un élevage qui n'est pas toujours vertueux, faut bien le dire, et qui a besoin d'être amélioré pour être mieux protégé, d'une part des animaux sauvages et d'autre part plus à hauteur humaine. Quand vous voyez qu'en Chine actuellement il y a des exploitations où il y a 500 000 porcs, dans des immeubles à 10 étages, vous dites que là, il y a des gros risques de circulation d'agents pathogènes. Et en Chine, vous nous disiez aussi qu'il y avait un problème, et ça c'est culturel, parce qu'on ne peut pas leur passer nos messages à nous. C'est par exemple les élevages de civettes qui sont manifestement aussi... alors il y a aussi des pratiques culturelles sur lesquelles des pays qui se développent, la Chine est un pays quand même très émergent, très en train de se développer, devraient évoluer, et elle n'évolue pas tellement, qui est qu'à un moment donné,
Si on veut consommer de la viande, on doit consommer de la viande d'animaux d'élevage. Hein. On ne doit pas consommer tout et n'importe quoi. Et les animaux d'élevage, c'est ceux qu'on élève et qu'on a domestiqués depuis des milliers d'années. C'est effectivement pas quelques animaux sauvages qu'on met ensemble pour se reproduire, parce que je rappelle ils consomment des pangolins. On en a beaucoup parlé. Hein. Ce pauvre pangolin a été incriminé à tort oui. hein, dans la cause de la Covid. Mais enfin, c'est parce que les Chinois en mangent. Ils mangent des chauves-souris. Ils mangent ils mangent de tout, les Chinois. Des chiens évidemment aussi, par tradition j'allais dire, et il va falloir que ces pratiques-là, elles évoluent aussi, oui. Et il faut aussi, comme ça émerge dans les pays du Sud, qu'on aide les pays du Sud à avoir un meilleur niveau de développement, parce que c'est comme ça qu'on pourra limiter l'émergence. Justement, Jean-François Mattei, c'est indispensable, solidarité internationale, il faut qu'elle soit mise en place ou améliorée. Bon, on est bien dans la question globale, que faire ? Oui, que faire ? Alors, je dirais premièrement, à mon avis, il faut, puisqu'on parle d'une seule santé, il faut qu'on rapproche la formation des médecins, des vétérinaires et des environnementalistes, au moins par des certificats communs obligatoires ou d'autres facultatifs, mais il est nécessaire de créer une culture commune entre les trois, puisqu'à un moment ou à un autre, ils vont être confrontés à un problème commun. Donc une seule santé, oui, à condition qu'il y ait une même culture qui soit partagée. Ça n'est pas évident, croyez-moi, mais pourtant je pense qu'il faut y arriver. Il ne s'agit pas de supprimer les facultés de médecine, les écoles vétérinaires ou d'environnement, mais il faut qu'ils se retrouvent à un moment donné pour parler le même langage. La deuxième chose, et ça il faut vraiment que les gens qui nous écoutent le retiennent, c'est qu'en 1967, le directeur général de la santé des États-Unis a décidé et a proclamé que les maladies infectieuses, c'était terminé. Oui, on avait les antibiotiques, on avait les vaccins et on n'en parlait plus. Et moi qui commençais mon internat en génétique et qui faisais des cours, j'ai été convaincu. Et je me souviens très bien que je commençais mes cours en montrant une courbe d'épidémie de gastro-entérite qui dégringolait, et au contraire une courbe montante de maladies génétiques. C'était naturellement une grave erreur. Je pense que ça a eu des conséquences très graves dont on paie aujourd'hui les pots cassés. Puisque l'infectiologie était moins importante, moins de lits dédiés, moins de compétences, moins de formation, moins de crédits de recherche, et puis après tout, on fabriquera les antibiotiques ailleurs. D'ailleurs, on ne se prive pas en les enlevant. On prescrit les antibiotiques dès qu'on pense que peut-être, ce qui aboutit à des antibiorésistances dont on parlera peut-être dans un instant. Donc ça a été une catastrophe. Il est donc indispensable de redonner sa place à l'infectiologie. Et d'ailleurs, la Cour des comptes vient de publier un rapport en soulignant qu'il était indispensable d'augmenter les crédits, les formations et les structures d'accueil pour les maladies infectieuses, assorties d'un suivi et d'une stratégie commune, naturellement. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire, puisqu'on a l'ANRS, l'Agence nationale de recherche pour le sida et les hépatites, auquel on vient d'ajouter un trait d'union, et MIE, ce qui veut dire maladie infectieuse émergente. Et donc maintenant, on a une agence qui va prendre en compte tout cela. Mais encore faudrait-il équilibrer les budgets, parce que en quelques années, sur 5 ans, je crois, les crédits pour sida hépatite étaient de 47 milliards, alors qu'ils étaient de millions par an, et alors qu'ils étaient de 16 à peu près pour l'ensemble de toutes les autres maladies infectieuses. Il ne s'agit pas de baisser les crédits du sida, mais il s'agit de monter les autres pour arriver naturellement à un équilibre. Moi, je pense qu'on n'a pas su comprendre suffisamment les révélations de l'épidémie de sida. Car c'est quand même là qu'on a le réveil de l'infectiologie dans les consciences, dans les questions, dans les recherches
et je crois qu'on n'en a pas suffisamment tiré la leçon. Oui, alors moi, il y a juste une petite chose que je voudrais ajouter avant de vous faire réagir sur justement les leçons de l'épidémie de sida. C'est qu'à l'Académie de médecine, vous ouvrez grand vos portes aux vétérinaires. Alors oui, je ne voulais pas nous mettre en avant, mais puisque vous le faites, je vous en il faut le remercie. dire. Mais nous avons à l'Académie de médecine une section de vétérinaires et je vous prie de croire qu'ils nous sont d'une très grande utilité et qu'ils participent pleinement. Pour l'épidémie de Covid, elle s'est mobilisée. Je faisais allusion à 3 publications récentes. J'ai été averti hier par courriel de la section vétérinaire de ces 3 publications, des enseignements qu'on en tirait sur le marché de Rouen, etc. Je crois que c'est capital. Ils ont même eu un président de l'Académie de médecine vétérinaire. C'est vous dire comment ils sont ouverts. On en a eu 2 récemment. Alors, sur les leçons du sida. Oui, alors, je suis entièrement d'accord avec les propos qui viennent d'être tenus par Jean-François Mattei. Je pense que vraiment, on a énormément à progresser sur la collaboration entre médecins, vétérinaires, agronomes, environnementalistes. La notion de One Health, c'est une notion qui n'est pas si récente que ça. On en parle beaucoup maintenant. Alors, il y a des gens qui en parlent, mais finalement, les gens qui en font, il n'y en a pas tant que ça. Alors, je ne vais pas encore une nouvelle fois revenir sur ces propos, mais moi, je pense qu'au niveau de la formation, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Il va falloir qu'on trouve des ponts pour pouvoir mieux faire des choses ensemble. Il faut qu'on en fasse dans nos pays développés, il faut qu'on en fasse sur le terrain. Et là encore, nous, on a des expériences. Je vais vous raconter juste très rapidement une anecdote. On intervient avec AVSF au Nord-Mali, auprès des populations nomades du Nord-Mali, entre Gagmed, des positions très à risque actuellement. Très à risque, et oui. on intervient avec des caravanes mobiles et on intervient à la demande d'une ONG médicale qui circulait parmi les populations nomades de ces zones et qui, quand ils arrivaient chez ces nomades, les gens nous disaient « Oui, vous venez nous soigner, mais qui soigne nos animaux ?» Et nous, nos animaux, pour nous, c'est fondamental. On vit avec eux, etc. Et donc, on a fait des caravanes conjointes avec des collègues médecins, des vétérinaires dans ces mêmes caravanes qui prennent d'énormes risques pour apporter de la santé à la fois animale et humaine à ces populations qui sont dans une grande difficulté, une grande détresse actuellement. Et donc je pense qu'il faut faire du One Health, comme on dit, du terrain, comme AVSF en fait depuis un certain temps, mais jusqu'au plus haut niveau, parce que jusqu'au plus haut niveau on en parle aujourd'hui, les organismes internationaux en parlent, mais dans le fond il n'y a pas grand-chose qui se fait. Et il faut faire de la formation ensemble. Il faut que la plupart des comités de crise, regardez ce qui s'est passé pour la Covid, il a fallu attendre 1 an et demi avant qu'on intègre un vétérinaire dans la crise Covid. C'est quand même désastreux. Je ne veux pas faire de corporatisme primaire, non, vous avez mais raison, bien nous, sûr. on avait des choses à dire en matière notamment de tests. On sait faire des tests en grande série, beaucoup mieux que les médecins qui travaillent plutôt en petite série parce qu'ils travaillent auprès d'individus, etc. Nous, on travaille sur des troupeaux, on sait faire ça. On pouvait mettre ça à disposition. Il a fallu attendre 1 an et demi. Inutile de vous dire que les mentalités sont en train d'évoluer, mais elles ne sont pas encore prêtes. Thierry ? Oui, je ne peux qu'être d'accord avec tout ce qui a déjà été dit. Moi, je voudrais juste insister sur 3 points. Le premier point, c'est celui de la formation, ça a été dit. Et dans le cadre de la stratégie nationale MIE, donc maladie infectieuse émergente, il est prévu effectivement des formations intégrées qui attirent à la fois des médecins, des vétérinaires, environnementalistes, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas des gens qui travaillent dans le domaine de l'environnement, moi j'en fais partie. Ça, c'est un premier point, donc avec des centres qui sont attendus comme des centres de référence. Des formations complémentaires pour des gens qui sont déjà médecins ou vétérinaires. Tout à fait, et des gens qui peuvent aussi apporter des compétences en écologie. C'est mon deuxième point aussi dans le domaine de la modélisation, parce qu'on parle beaucoup de données finalement derrière tout ça, et la capacité à partir d'échantillons de terrain, à partir de données de terrain, de pouvoir modéliser le devenir des épidémies, modéliser le transfert, c'est quelque chose de fondamental. Et là, c'est des mathématiciens, c'est des modélisateurs. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle. C'est pas que le métavers, c'est aussi un appui à l'épidémiologie et à la prévention. Et là, c'est l'exemple de Mayotte dont vous m'avez parlé. Vous pouvez raconter un petit peu ? Je peux en parler oui, très rapidement. Oui. Donc, Mayotte, c'est donc un département français, vous le savez, dans l'océan Indien, où il y a de manière endémique une maladie qui est la fièvre de la vallée du Rift. Donc c'est une fièvre donc transmise, qui est basée sur un virus. Alors c'est un autre virus, un phlébovirus, peu importe. Et là, c'est typiquement ce qu'évoquait Jean-François Mattei tout à l'heure. C'est une maladie qui se transmet du bétail à l'homme par les moustiques. Donc on a un vecteur, c'est ce qu'on appelle un virus transporté par les arthropodes, un arbovirus. Et donc on va avoir des cas de maladies. Alors c'est pas forcément très dangereux, mais dans quelques cas, ça peut être mortel chez l'homme. Et donc, en fait, ce que les collègues à la fois de l'Agence régionale de santé, de l'IRD et présents sur place ont montré, c'est que l'on pouvait
par un diagnostic sérologique sur le bétail, suivre la prévalence de la maladie sur le bétail et identifier les périodes à risque de flambée épidémique chez l'homme, parce que ça se transmet finalement par des moustiques qui ont piqué le bétail et qui après vont piquer l'homme. Et donc par la modélisation, on est capable de suivre, et les données de test bien sûr, on est capable de suivre la prévalence de la maladie et d'identifier des seuils au-delà duquel eh bien, il faut changer de comportement, déjà se protéger davantage contre les moustiques, et puis faire des campagnes de vaccination du bétail. Alors le vaccin, il n'est pas forcément très bien toléré par le bétail, il faut quand même le savoir, hein, mais en tout cas, il permet de réduire très fortement la transmission à l'homme, hein, puisque si on commence à vacciner environ 20% du troupeau de Mayotte, on a 30% de protection pour la population humaine. Et tout ça, derrière, ce sont des modèles épidémiologiques, et on pourrait multiplier les exemples comme ça. J'avais un troisième point, si vous permettez, allez-y. qui était aussi le fait qu'on a dit, bon, il faut des initiatives internationales qui partent du terrain, et typiquement, c'est ce que les organismes de recherche en agronomie en France ont fait, donc IRD, Institut de recherche pour le développement, le CIRAD et INRAE. Donc on porte depuis maintenant 2 ans une initiative mondiale qui s'appelle PREZOD, Preventing Zoonosis Disease Emergence en anglais, qui est là pour finalement essayer de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs régionaux, locaux et régionaux sur ces questions. Alors, on n'est pas indépendant de l'OMS et des grandes cénacles internationaux, mais l'idée, c'est de dire, on a des capacités à apporter de la connaissance, des outils. Vous avez une connaissance du terrain et des populations qui est très importante. Travaillons ensemble, co-construisons des projets pour la surveillance, pour éviter la prochaine émergence. Donc, c'est aussi de la part des organismes de recherche une prise de conscience, j'allais dire, autonome, indépendamment des messages politiques, de se dire qu'on a un bien commun à préserver qui est la santé de l'environnement, santé de l'homme, santé des écosystèmes. Alors, moi, je parle peu de One Health, mais c'est parce que je ne suis pas vétérinaire ou médecin, je parle de Eco-Health, c'est une guéguerre de termes, hein. Mais c'est vraiment l'ensemble des compartiments qui doivent être surveillés et veiller à ce qu'ils conservent un bon état. Alors, bon état, c'est pas toujours facile à définir pour un écosystème, mais en tout cas, limiter les perturbations, parce que sinon, on a des déséquilibres, et comme ça a été dit, qui dit déséquilibre dit possibilité de catastrophes sanitaires ou d'autres types de catastrophes. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a encore pas mal de choses à dire. Oui, mais regardez, le temps passe et peut-être qu'ils ont des questions à vous poser. Non, il n'y a pas de questions. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'antibiorésistance. On dit... Oui, mais attendez, si vous me permettez... Je vous permets. Je voudrais ajouter plusieurs choses. D'abord, on a parlé de la formation commune. Faudrait-il aussi qu'au niveau du gouvernement, il y ait une structure interministérielle ? Parce qu'aujourd'hui, les médecins dépendent du ministère de la Santé, les vétérinaires du ministre de l'Agriculture et l'environnement du ministère de l'Environnement. Je peux vous dire que c'est ingérable au quotidien. Il nous faut une structure interministérielle sur ce sujet, premier point. Deuxième point que je veux dire, c'est que la France se caractérise aujourd'hui par son inculture scientifique. Nous avons un niveau de culture scientifique ridicule. Et ça se sent notamment au niveau de ceux qui nous gouvernent, que ce soit des politiques ou des hauts fonctionnaires. Il faut augmenter notre culture scientifique. Or, actuellement, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on diminue les horaires de sciences de la vie et de la terre. Il faut au contraire augmenter ces horaires, parce que ce n'est pas seulement pour acquérir des connaissances, mais c'est pour acquérir une façon de vivre. On connaît son corps, comment le nourrir, comment l'exercer, etc., etc. Donc, une culture scientifique qui doit être augmentée. Et puis, troisièmement, on a évoqué tout à l'heure un peu rapidement le problème de la prévention. Je vous parle d'expérience. 12 ans député, 2 ans ministre. La prévention, elle fait toujours recette au niveau des intentions. Tout le monde vote. Et elle fait retraite au niveau des financements. Parce qu'on vous dit, ah mais attendez, il vaut quand même mieux s'occuper des malades que de ceux qui ne le sont encore pas. Et pourtant, on le sait bien, il vaut mieux prévenir que guérir. Or, la prévention ne marche pas. Et je vais simplement vous dire que la pandémie, en 2003 au ministère, j'avais demandé un rapport qui prévoyait une pandémie dans les 15 ans. En 2006, à Davos, le message a été répercuté. Et en 2008, le livre blanc sur la défense et la sécurité dit clairement, sur les 15 années à venir, l'apparition d'une pandémie est plausible.
la cinétique d'une pandémie à forte contagion et à forte létalité s'étendrait sur une durée de quelques semaines à quelques mois ou davantage, en plusieurs vagues qui seraient elles-mêmes espacées. Par son ampleur, sa durée, son extension, eh bien, elle porterait atteinte au fonctionnement des institutions. C'est pas l'histoire de la Covid, ça ? Eh bien oui, mais j'ai entendu 10 fois, 100 fois, il vaut mieux s'occuper du présent, soigner les malades, que de faire le pari. Vous savez, j'étais le ministre en 2003 au moment de la canicule et on m'a beaucoup reproché, je ne porte pas de jugement, de ne pas avoir acheté des climatiseurs pour les EHPAD, qui étaient d'ailleurs sous la compétence du ministre des Affaires des personnes âgées. Passons. Donc, le ministre en 2009, devant la menace de grippe aviaire, elle achète des vaccins, elle achète des masques, 1 milliard de masques. Et puis ça a tourné court. En 2012, elle a dû répondre à une accusation de la commission au Sénat lui disant « Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous avez immobilisé de l'argent public qui n'a servi à rien alors qu'on en aurait tellement eu besoin ?» Et donc, du coup, tous ceux qui ont suivi ne se sont plus occupés des masques. Et quand on a eu la pandémie qui est survenue, au lieu d'1 milliard, il en restait à peu près 100 millions, dont la plupart étaient évidemment périmés. Donc, il faut que la prévention prenne le dessus. Et ce n'est pas tout à fait le cas. Il n'y a qu'à regarder, la médecine scolaire est à l'abandon, ou presque. La médecine du travail, le ministère de la Santé n'y intervient pas. Et donc, là encore, il y a un vrai problème d'organisation. Je vais m'arrêter là. Je dirais simplement que le sujet que vous nous avez posé aujourd'hui montre l'unité du vivant. L'unité du vivant, le vivant humain, le vivant animal et le vivant environnemental. Barbara, vous avez eu raison de prendre la parole, monsieur. Vous avez eu raison. En tout cas, je partage tout ce qui vient d'être dit. Je voudrais rajouter une autre chose. On a effectivement à préparer des choses qui n'arriveront peut-être pas pour y être prêt. De même que l'unité du vivant est quelque chose d'absolu. On a aussi une solidarité à avoir avec les pays du Sud. Et il a été dit que la prévention ne faisait pas recette. Je voudrais dire que le développement ne fait pas recette non plus. Les crédits pour le développement ont été amputés considérablement au cours de ces dernières années. Et c'est un vrai problème parce que, je le rappelle, c'est dans les pays du Sud qu'émergeront les prochaines épidémies qui affecteront les pays du Nord. Donc là aussi, il serait exactement de la même manière que la prévention, il serait logique d'investir dans le développement pour permettre aux populations du Sud de mieux se développer, de mieux produire et de prendre moins de risques au niveau de leurs relations avec l'environnement dans lequel ils vivent, parce que c'est là-bas qu'émergeront et c'est là-bas qu'ont émergé, je ne veux pas montrer du doigt nos amis chinois, mais 80% des agents zoonotiques émergents au cours de ces 30 dernières années viennent de ces pays-là. Thierry, vous aussi, l'environnement, on en parle beaucoup, on agit trop peu ? Certains pourraient même penser qu'on en parle trop, que ça commence à bien faire, mais je ne voudrais pas paraphraser un ancien homme politique. Non, je pense qu'au-delà de l'unicité du vivant, je pense qu'il faut revenir quand même sur le fait qu'on est sur une seule planète. Et on l'a bien vu avec le SRAS, on le voit aussi avec la Covid, c'est que ces flambées épidémiques avec la globalisation, peuvent se développer très très vite. Dans le cadre du SRAS, c'est passé de Guangdong à Hong Kong, c'est allé au Canada, et tout le bassin pacifique était très vite contaminé. La Covid, on n'en parlera même pas. Et je pense que cette notion d'unicité de la planète, elle est extrêmement importante, et il y a quelque chose qui nous arrive déjà, et qui est quelque chose qui passe au second plan de l'actualité très rapidement, c'est le changement climatique, et les changements globaux au sens large. Parce que finalement, ce dont on parle là, c'est une manifestation de changements globaux, changement d'usage des terres. C'est amplifié potentiellement par le changement climatique. Il y a des maladies vectorisées, en tout cas des vecteurs qui remontent déjà en France, dans le sud de la France. Le moustique tigre. Il y a le moustique tigre, il y a l'Oma marginatum qui est une tique qui est potentiellement vectrice de la fièvre au Crimée-Congo, qui est une fièvre qui est mortelle. Il n'y a pas de vaccin, pas de traitement. Elle est présente déjà en France, elle est en Italie. Il n'y a pas le virus avec, mais c'est juste une question de temps. Et Zika, on peut attraper Zika sur la Côte d'Azur maintenant parce que le moustique tigre est présent. Chez Chikungunya, pareil. Donc on est dans une logique, finalement, on est sur la même planète. Et dès qu'on a finalement un temps de respiration, on revient chacun sur sa vision très auto-centrée
Je ne porte pas de jugement, je constate. On nous a parlé du monde d'après. On voit que le monde d'après, il ressemble beaucoup au monde d'avant, en pire. Et c'est vrai pour le cas des maladies. C'est vrai qu'il y a une question de développement, il y a une question de transition, avec un S à transition. Il faut des transitions alimentaires, il faut des transitions écologiques, il faut une transition énergétique aussi, parce que tout ça derrière, c'est aussi alimenté par des besoins d'énergie. Et en fait, beaucoup de gens sont conscients, font des constats, on fait des diagnostics, et on n'avance pas vraiment. J'en veux pour preuve le dernier rapport du GIEC qui est sorti lundi dernier, qui montre très très clairement l'augmentation de la fréquence des impacts, y compris sur la santé. C'est pas qu'un des impacts sur l'environnement au sens strict. Et le fait que plus on attend, plus ça va être compliqué de redresser la barre. Et que finalement, peut-être que ce qu'on a connu là, c'est juste un épiphénomène par rapport à ce qui nous attend. Je suis un peu pessimiste parfois, mais ça le mérite. Je vous remercie tous les trois pour votre optimisme. Ça fait plaisir, hein, ça donne envie. Donc, mais m'en baisse pas les bras pour autant. Merci beaucoup à vous trois en tout cas. Merci.